Dans ce carnet, nous allons implanter la méthode d'Euler et l'appliquer au problème de Kepler, pour ensuite comparer son efficacité avec la méthode tirée de SciPy. Donc ce que l'on va faire ici, c'est de définir une fonction, un solutionneur, qui s'applique à peu près de la même manière que ODE int. Donc on va l'appeler Euler Solver. Il va prendre comme argument, premièrement, la fonction f qui définit le système d'équations différentielles. Donc f retourne un vecteur de dérivée et est fonction du vecteur des variables, donc de x, et du temps t. Le deuxième argument de notre fonction sera le vecteur de condition initiale, ensuite le temps total de simulation, et ensuite des données qui sont propres à la méthode d'Euler. Donc il y aurait ici le pas temporel, h, qui est constant, et ensuite un intervalle, en fait, qui est l'intervalle de temps entre deux écritures de la solution dans un tableau. Autrement dit, on ne conservera pas dans un tableau toutes les valeurs de x à tous les temps, mais uniquement un échantillonnage de ces valeurs, parce qu'elles seraient autrement trop nombreuses, parce que dans la méthode d'Euler, h doit être suffisamment petit. Donc par exemple, h pourrait être égal à 10 à la moins 4, alors que l'intervalle serait 10 moins 2, ce qui veut dire qu'on ne stockerait la valeur de la solution qu'à tous les 100 pas temporels. Donc, commençons dans cette fonction par définir la grille des temps. Donc ici, cette grille sera donnée, donc aura un nombre de temps qui s'échelonne de 0 à t max, plus un iota, si on veut, pour s'assurer que la valeur t max soit comprise, avec un pas temporel h. Ensuite, I inter serait le nombre de pas entre chaque enregistrement. Donc c'est en quelque sorte le rapport entre l'intervalle et h. Ce rapport doit être un entier, donc on en prend ici la valeur, non pas la plus proche, mais l'entier supérieur, le plus proche au rapport, et on le convertit explicitement en entier. Donc ça nous donne un entier au sens de Python, et c'est ça qui va dorénavant compter. Le nombre de temps dans la solution sera donc obtenu en divisant la durée totale de la simulation par le pas fois l'intervalle I inter. Et cette division, on la convertit en entier, on ajoute 1 pour les points aux extrémités. Et enfin, on va initialiser le tableau qui contient la solution, donc c'est un tableau vide, qui va contenir n points. Et bien sûr, c'est un tableau rectangulaire, le nombre de colonnes sera donné par le nombre de variables dans le système d'équations, qui est le nombre de valeurs données en condition initiale x0. D'accord, donc l'initialisation, bien sûr, est la suivante. On pose que x est égal à x0, on définit des compteurs nuls au départ, on fait une boucle sur tous les temps qui sont contenus dans la grille t. Si le compteur ici est un multiple de i inter, donc si compteur modulo i inter est égal à 0, à ce moment-là, on ajoute dans la solution la valeur courante du tableau x. Autrement dit, solution indice i et toutes les colonnes, donc est égal à x, et ensuite on augmente l'indice i majuscule, qui, bien sûr, commence à 0 ici. De toute manière, donc, qu'importe la condition qui est ici, on va maintenant appliquer la méthode d'Euler. Donc, la méthode d'Euler se résume à cette toute petite ligne. Donc, on ajoute au vecteur x le pas temporel fois la dérivée du vecteur x, calculée, bien sûr, à x et à t. Et on augmente le compteur de 1. Et voilà, c'est tout. À la fin, quand cette boucle est terminée, on retourne la solution. Donc, pour appliquer cette méthode au problème de Kepler, on va définir, comme auparavant, donc comme dans le vidéo précédent, à la section 4.1, la fonction qui donne les dérivées du problème de Kepler, donc en fonction dérivée en fonction du temps.
la force radiale, et ainsi de suite, comme avant. Donc je ne répète pas les explications associées à ces fonctions. Vous n'avez qu'à vous référer à la vidéo précédente. Je demande un temps de simulation de 30. J'impose les mêmes conditions initiales qu'auparavant. Et ici, je vais faire affaire avec un chronomètre. Je veux connaître le temps de calcul pour pouvoir comparer. Donc, je pars un chronomètre. J'appelle la fonction Euler-Solver. Donc, je lui ai donné dx comme premier argument. Ensuite, les conditions initiales, le temps de simulation, la valeur de h. Ici, c'est 10-4. La valeur de l'intervalle, c'est 10-2. Avec un temps de simulation de 30, ça veut dire que j'aurai 3000 points dans le tableau X à la fin. Enfin, encore une fois, j'arrête le chronomètre pour avoir le temps de calcul, je l'imprime et je fais un graphique. Un graphique semblable à ceux que j'ai fait auparavant, donc je vous dispense des explications. Alors, exécutons premièrement cette définition du solutionnaire et ensuite ce programme qui l'applique au problème de Kepler. Donc on attend un petit peu, on attend quelques secondes, on obtient avec un temps de calcul de 5,2 secondes ce résultat-ci qui n'est pas brillant. Alors il ne s'agit pas d'une ellipse en précession, je n'ai pas de perturbation ici qui causerait une précession de l'ellipse, mais j'ai une erreur accumulée. Donc la méthode d'Euler, même avec un pas temporel aussi petit que 10-4, est incapable de visuellement fermer l'ellipse. Donc l'orbite n'est plus une ellipse fermée. Ce qui se produit en réalité, c'est que la vitesse de l'objet, alors je vous rappelle que l'origine est ici, n'est-ce pas? Donc à 0, 0. Donc la vitesse de l'objet devient de plus en plus grande au fur et à mesure que l'objet se rapproche du foyer. Et comme l'objet va trop vite, eh bien, le pas temporel est trop grand pour une telle vitesse, et donc une erreur importante se commet à ce moment-là. Un peu comme si artificiellement on donnait une poussée supplémentaire à l'objet, ce qui fait que quand il retourne vers l'apogée de son orbite, eh bien, le demi-grand axe est un peu plus grand, et le problème se répète à chaque tour. Et éventuellement, si on continuait ce calcul, l'objet finirait par être expulsé de l'attraction, si on veut, où l'orbite deviendrait ouverte. Bon, si on compare ce résultat à ce qu'on obtient avec la méthode ODE-INT, alors ici je répète uniquement l'essentiel, je pars mon chronomètre, et j'arrête le chronomètre juste après, j'utilise les mêmes valeurs que j'ai définies plus haut, le dx, le x0, le temps de calcul, sauf qu'à la différence ici, je dois me définir une grille de temps. Je définis cette grille de temps avec la même durée et avec la même intervalle pour le graphique, donc 0,01. Et bon, alors je roule ce programme et j'obtiens un temps de calcul de 0,06. Alors comparez ça à 5,2. Donc c'est un gain important. Essentiellement, c'est un gain d'à peu près 100. Et j'obtiens une ellipse parfaite. Donc une orbite qui est fermée, qui ne comporte aucune erreur visible. Donc la moralité, la méthode d'Euler est à éviter à tout prix. On peut essayer de l'améliorer, version maison, mais en pratique, lorsqu'on doit faire des calculs, la meilleure solution, généralement, c'est d'utiliser ODE-INT, qui est une méthode beaucoup plus sophistiquée.